Allez, bonsoir à tous. C'est le PVDM, Parlons Plongée, tous les premiers vendredis du mois. Donc, un format, c'est toujours un seul thème, un intervenant. Ce soir, on accueille Laurent Bardassier qui va nous parler des gradients facteurs. C'est une visioconférence, Zoom, 30 à 45 minutes de présentation. Je pense qu'il va faire un peu plus ce soir, parce que la présentation est un peu plus longue. Donc, je veux poser vos questions sur le chat. Je sélectionnerai les questions pour pas que ça dure trop longtemps par la suite. On démarre à 20h30. Je vous demande de bien vous mettre en position mute, donc de couper vos micros, ce qui permettra donc à Laurent de s'exprimer très clairement. Enfin, ces vidéos, quoi du moins, la session est enregistrée et donc sera disponible sur la chaîne YouTube PVDM de la CTD 69. Laurent, c'est à toi. J'arrête le Oui, partage. bah, ça tombe bien parce que j'ai un problème. Et Normal. Zoom me demande de quitter. Donc je suis désolé, je vais quitter et je reviens le plus Pour vite reconnaître. possible. Je suis Euh, désolé. non, non, mais il n'y a pas de souci. On va attendre. Ça, c'est les joies du direct. Normalement, on parle de la pub. Donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas, hein, il y a une chaîne YouTube, mais je pense que vous savez tous. Et ceux qui sont inscrits donc, sur le site de la CTD 69 à ces soirées-là, quand l'animateur m'envoie des documents, ben, automatiquement, j'ai leur adresse email et puis ça me permet de vous envoyer les documents. On ne les met plus en disposition sur le site, on les envoie à ceux qui sont inscrits. Et de fait, ceux qui ne sont pas inscrits ont accès à la vidéo, l'enregistrement qui est sur la chaîne YouTube. Voilà. En attendant que Laurent revienne, j'ai Ouais. une petite information complémentaire par rapport au PVDM qui a été fait il y a un mois là, sur la défiscalisation, pour Mhm. ceux que ça intéresse. Les présidents de club, vous allez sûrement recevoir peut-être, parce que nous au Golden, on l'a reçu la semaine dernière, le document pour déclarer les dons et les abandons de frais. Alors, vous effrayez pas, hein, il n'y a que deux lignes à remplir. Parce que, comme d'habitude, l'administration, c'est un document, quand on voit ça, quand on n'a pas l'habitude, on vous dit, oula, c'est quoi ce bazar? Et finalement, il n'y a que deux lignes à remplir. Vous verrez, il y a marqué à un moment donné, déclaration des dons et abandon de frais pour l'année en cours, donc enfin, l'année civile. Et l'année civile, comme je le disais l'autre jour, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre 2024 et qui rentrera en ligne de compte pour les abandons de frais sur la déclaration d'impôt de 2025. Donc, il y a juste deux lignes à remplir. Vous marquez la somme globale pour les présidents ou les trésoriers. Donc, si vous avez, je sais pas, 2000 euros d'abandon de frais ou de dons, mais vous mettez 2000 euros, point barre. Voilà. Donc, c'est vrai que ça peut pas faire peur, mais se dire, c'est quoi ce bazar? Parce que c'est que la première année qu'ils l'envoient. Donc, et ça fait que 2 ans que ça existe. Donc, voilà. C'est juste une petite information complémentaire. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à m'appeler, hein. Ou Lionel fera le relais. Sans problème. Laurent, ça y est, t'es Ça revenu. y est, je suis revenu. Je suis connecté depuis 20 heures. J'ai fait des tests pour que ça marche. Évidemment, dès que j'arrive, ça plante. Mal. C'est normal. Allez, ça c'est bon. Je pense que vous voyez l'écran. Il est Pas partagé. encore. Pas Non, encore. toujours pas. Pense à partager le son aussi, si tu veux. Oui, oui, oui. Il faudrait juste qu'il veuille bien me laisser partager. Cher le son. Impeccable, ça arrive. Allez, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Vas-y, Laurent. Merci. Eh ben, merci à toi. Désolé pour ce contretemps. Donc, j'espère, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme parce que le sujet est assez dense. Donc, je vais vous donner, j'espère, pas mal d'informations. Je vais citer pas mal de monde, pas mal d'articles et autres. Vous recevrez, je pense, après la visio, quelques jours après, un PDF
de cette visio et vous aurez toutes les références des documents, des vidéos et ainsi de suite que vous pourrez consulter à tête reposée. Alors, les gradient factors. Avant de vous présenter les gradient factors, ça y est, je vais juste préciser qui je suis. Je suis un plongeur, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert de la plongée, ni un professionnel de la plongée. Donc, ça veut dire que de ma part, vous n'aurez aucun argument d'autorité en disant je sais et je sais mieux que les autres. Vous verrez que j'en sais un peu, mais pas beaucoup plus. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à promouvoir et j'ai aucun lien avec le moindre fabricant d'ordinateurs, comme on pourrait le croire. Donc, je suis juste là pour partager mes connaissances, mon expérience sur les concepts de saturation et de désaturation. Et avant de démarrer, malheureusement, il va falloir faire quelques rappels concernant les algorithmes, et notamment donc l'algorithme Bullman, avant que je passe sur les gradient factors. Donc l'algorithme Bullman. Donc, l'algorithme a été développé par un professeur de médecine, Monsieur Bullman, qui travaillait à Zurich et dont les premières recherches dans les années 60 ont été financées par une compagnie pétrolière et pour la plongée commerciale. Et donc ces travaux ont porté entre les années 60 et 90 et ont porté sur un jeu de paramètres spécifiques sur un modèle de base aldanien. Le professeur Bullman a publié des bouquins dans les années 80-90, plusieurs versions, pour présenter ses travaux, présenter des formules de calcul et des paramètres, avec un algorithme qu'on appelle le ZHL, Z pour Zurich, L pour, bon, peu importe, je ne vais pas vous donner le détail, et le plus connu, et c'est celui dont on va parler, le ZHL16C, qui est utilisé dans la plupart des ordinateurs. Ce jeu de paramètres utilise un terme qu'on va utiliser souvent, qui sont les M-values. Les M-values ont été mis en place par un autre scientifique, Workman, dans les années 60. Et ces M-values, ce sont les valeurs maximales de sursaturation qu'un compartiment peut tolérer. Alors un compartiment, c'est quoi? C'est une représentation théorique de tissus de l'organisme qui ont un comportement que l'on estime identique vis-à-vis de la charge et de la décharge en gaz inerte. Gaz inerte, azote, hélium. Et donc, cette M-value, ça correspond à la tension maximale. La tension, c'est le gaz dissous dans les tissus. Donc, la tension maximale en gaz inerte qu'un compartiment peut supporter sans présenter de symptômes de maladie de décompression. Ça marche comment? Alors, je vais représenter, certains d'entre vous certainement connaissent cette représentation, mais vous allez voir, moi, je l'ai légèrement modifiée. Vous avez deux axes. L'axe horizontal, c'est l'axe qui concerne la tension des compartiments en gaz inerte. Cette tension va augmenter durant la plongée pour ensuite baisser. Et puis, dans l'axe vertical des ordonnées, vous avez la pression absolue. En gros, ça correspond donc à la profondeur. Et ce qu'on va suivre, c'est l'évolution de cette tension dans les compartiments lors d'une plongée. Une droite supplémentaire qui s'appelle la droite des pressions ambiantes, c'est la droite pour laquelle la tension en gaz inerte est égale à la pression absolue. Et la droite d'M-value, c'est la droite des valeurs maximales de sursaturation qui est autorisée pour un compartiment. Donc là, on va suivre un compartiment parmi tant d'autres, peu importe lequel. On va savoir que selon les modèles de désaturation, vous pouvez avoir 8, 9, 10, 12, 16 compartiments. Imaginons donc une plongée et je vais représenter trois zones dans la plongée. Vous allez avoir une zone de saturation. Votre compartiment va se saturer en cours de plongée. Vous allez avoir une zone qui va servir à la fois à la sursaturation
tolérée et à la désaturation, et une zone de sursaturation critique, qui est la zone que l'on ne veut pas atteindre, parce que l'on suppose que si l'on entre dans cette zone, le risque d'accident de décompression est potentiellement très élevé. Prenons une plongée avec la représentation d'un seul compartiment. Imaginons notre plongeur qui s'enfonce sous l'eau. Donc la pression absolue augmente et elle augmente plus vite que la tension d'un compartiment. Un compartiment nécessite un certain temps, on appelle ça une demi-vie, pour se charger en gaz inerte. Ici, on va uniquement parler de l'azote. Le plongeur ensuite arrive au fond, il passe un certain temps, d'accord, et donc la tension de ce compartiment augmente au fur et à mesure du temps et de sa demi-vie. Ensuite, le plongeur va entamer la remontée. Alors, la tension va encore légèrement augmenter parce qu'il y a ce principe de durée liée à la demi-vie, mais elle va commencer aussi à légèrement diminuer. Mais elle va diminuer beaucoup moins lentement que ne diminue la pression absolue. D'accord ? Et donc, à un moment donné, le plongeur va, la tension du compartiment va atteindre sa M-value, et ça va représenter le besoin d'un arrêt dans la plongée pour laisser suffisamment de temps à ce compartiment pour évacuer le gaz inerte qui a été dissous, pour qu'il repasse en phase gazeuse et qu'ensuite il soit éliminé par le filtre pulmonaire. Et bien ça, c'est un arrêt, et cet arrêt, vous les connaissez, ce sont des paliers. Donc ici, j'ai représenté un compartiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un nombre différent de compartiments, 8, 9, 10, 12, 16 selon les modèles, et que chaque compartiment a sa propre M-value. Et donc, à chaque instant de la plongée, un des compartiments peut atteindre sa M-value et faire arrêter le plongeur dans sa remontée pour lui faire un palier, et on appellera ce compartiment le compartiment directeur. Voilà très vite résumé le fonctionnement de l'algorithme Bullman avec ses M-value. Maintenant, je vais vous parler des GF. Alors, les GF, c'est quoi? Donc, les GF, c'est-à-dire gradient factor, des facteurs de gradient. C'est tout simplement une formule mathématique que Eric Becker. Alors, Eric Becker, c'est pas du tout un chercheur, c'est un ingénieur électricien qui, pendant qu'il était étudiant dans les années, fin des années 90, années 2000, a mis au point une formule. Alors, c'était un plongeur profond, un plongeur souterrain aussi, a mis au point une formule de calcul, toute bête, basée sur deux paramètres. Le gradient de facteur bas et le gradient de facteur haut. Donc, je résumerai, je les appellerai le GF bas et le GF haut. Et cette formule de calcul, en l'appliquant à l'algorithme Bullman, elle permet d'augmenter le niveau de conservatisme des M-values. Pour simplifier, cela permet de sécuriser l'algorithme Bullman avec ses M-values. Et cette formule, elle a été mise à disposition, elle est libre d'accès, et elle a été déployée dès les années 2000. Alors, les gradients de factor n'ont jamais été testés scientifiquement. Les gradients de factor ne font pas l'objet d'un suivi statistique d'accidentologie ou de plongée. Et donc, derrière, les plongeurs utilisent, mais sans avoir de base scientifique associée. Bullman a testé scientifiquement son algorithme. Les GF, ça n'est pas le cas. Et je vais souvent reprendre des petites phrases et je vous engage à aller sur le site de la Fédé. Vous avez une vidéo qui a été enregistrée lors de l'Assemblée générale sur l'évolution de la désaturation. Et vous avez un expert, lui, un véritable expert, qui s'appelle Jean-Pierre Humbert, qui est connu de beaucoup,
et qui a dit des choses qui sont mais alors, particulièrement intéressantes. Et enfin, quelqu'un les a exprimées. Et Jean-Pierre Habert dit tout de suite, les GF n'ont aucun sens scientifique. C'est une formule mathématique, mais ça n'a aucun sens scientifique. Mais ils sont très utiles pour la désaturation. C'est-à-dire que, OK, il n'y a aucune justification, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne d'autant mieux que ça fait plus de 20 ans maintenant que les plongeurs non professionnels, alors je vais appeler ça des plongeurs loisirs, des plongeurs amateurs, les utilisent à différentes profondeurs et ça marche plutôt bien dès lors que les valeurs de ces paramètres sont bien choisies. Et Jean-Pierre Habert insiste là-dessus en disant bah, les GF, en fait, ça vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez. Ça vous permet de mettre en œuvre tout type de stratégie de désaturation. Parce qu'il n'existe pas une stratégie de désaturation, mais plusieurs stratégies. En fonction des facteurs de risque du plongeur, en fonction du profil de la plongée, en fonction des gaz utilisés, tout type de profils sont possibles, tout type de stratégie possible, et les GF peuvent s'adapter à ces stratégies. Et ce que l'on remarque depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que dans les années 2000, vous aviez des algorithmes qui étaient à la mode. Alors, VPM, RGBM, c'était des modules, des algorithmes basés sur la gestion, le contrôle du nombre et du volume des bulles circulantes. Euh, et ben, ces algorithmes commencent à disparaître de plus en plus et à être remplacés par les GF. Et à ce titre, même les deux fabricants les plus impliqués sur le RGBM, qui étaient Suunto d'une part, qui a beaucoup travaillé avec le concepteur de RGBM, et Mares, abandonnent RGBM, même sur les modèles de base. Sur tous les nouveaux modèles qui sortent aujourd'hui, vous n'aurez plus de RGBM, vous aurez du Bullman plus Gradient Factor. Alors pourquoi VPM a été abandonné? Parce que VPM a été abandonné parce que les plongeurs se plaignaient d'avoir trop d'accidents de type 1, des bands, des accidents articulaires. Et puis il y a eu quelques décès célèbres parce que ces algorithmes généraient des paliers qui étaient beaucoup trop profonds. Les premiers paliers étaient beaucoup trop profonds et puis les paliers proches de la surface beaucoup trop courts. Donc ça a donné lieu donc, à une multitude d'accidents et des accidents qui sont célèbres et qui ont généré pas mal de décès, malheureusement. Alors, les GF, c'est quoi? Si on reprend notre graphique, c'est simplement la mise en place de deux échelles. Une échelle sur le GF bas, une échelle sur le GF haut, entre la droite M-value et la droite des pressions ambiantes. Et vous définissez deux valeurs, la valeur du GF bas et la valeur du GF haut, qui vont vous générer, alors je simplifie avec ça, mais qui vont vous générer une droite entre ces deux valeurs. Et cette droite, eh ben, ça va engendrer une nouvelle zone interdite pour lequel la tension a été diminuée, la tension acceptable maximale a été diminuée et qui va engendrer donc des paliers beaucoup plus rapidement que lorsque on était juste sur nos M-value. Alors, si on reprend notre plongée, donc notre plongeur descend, ses tissus, son compartiment, pardon, la tension de son compartiment augmente. Au fond, il se stabilise, la tension du compartiment augmente encore, il attaque sa remontée et il rencontre la droite DGF. Eh bien, cette droite DGF va générer toute une série de paliers jusqu'à la sortie pour pouvoir sortir avec un GF qui est en dessous de la valeur maximale autorisée. Si on compare maintenant les paliers que l'on avait entre un profil normal avec un algorithme Bullman, un profil classique, et un profil avec des GF, vous remarquez que la courbe des paliers est bien différente. Et notamment, vous allez remarquer que les premiers paliers commencent plus profondément
avec des GF qu'avec un algorithme Bullman classique. Et en fait, cette différence de profondeur du premier palier, elle va dépendre uniquement du GF bas. Le GF bas, c'est lui qui impacte la profondeur des premiers paliers. Vous remarquerez aussi que pour les paliers proches de la surface, eh bien, vous avez une durée. Alors, l'axe qui est au-dessus, l'axe de la tension, ne donne pas la durée. Mais en fait, pour que la tension d'un compartiment baisse, il faut une certaine durée. Eh bien, vous allez avoir une tension plus basse au niveau des compartiments grâce au GFO qui, lui, va agir sur la durée des paliers proches de la surface pour laisser du temps à l'organisme pour éliminer l'azote. Vous remarquerez aussi que cette droite des GF 30-80, vous pouvez fixer les valeurs que vous voulez. Mais si vous fixez des valeurs 100-100, eh bien vous revenez sur la droite M-value. D'accord? Si vous fixez une valeur 0,0, vous allez être sur la droite de la courbe de la droite des pressions ambiantes. En gros, ça veut dire que vous ne sortirez jamais de l'eau. D'accord? Donc il va falloir trouver les bonnes valeurs en sachant que la zone que vous venez de créer, grâce à la droite des GF, eh bien, c'est une marge de sécurisation que vous apportez à l'algorithme Bullman natif. D'accord? Et donc, c'est vous, plongeurs, qui allez choisir ces valeurs. Mais ces valeurs, encore faut-il les choisir correctement. Alors, je vais vous faire un exemple de plongée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Imaginez une plongée à 40 mètres pendant 23 minutes de temps fond, avec un GF 30-80. Donc, vous plongez, vous arrivez à 40 mètres, vous faites votre plongée sur votre épave à 40 mètres pendant une vingtaine de minutes, et vous attaquez la remontée. Les GF vont se déclencher, vont se calculer à partir du moment où vous attaquez la remontée. Vous remontez, et le calcul des GF qui est en vert, vous ne pouvez peut-être pas, si on voit, en vert, eh bien, votre ordinateur lance le calcul des GF, et à partir du moment où le GF bas, où le GF qui est calculé atteint la valeur du GF bas, eh bien, cela va provoquer un arrêt. Un arrêt qui va durer suffisamment longtemps pour que le calcul du GF tombe, pour vous permettre de remonter. Au cours de la remontée, l'ordinateur calcule la nouvelle valeur du GF, et cette nouvelle valeur va suivre cette droite des GF 30-80 au fur et à mesure de la remontée. Et donc, c'est ce calcul de GF qui va suivre la droite des GF 30-80 qui va engendrer tous vos paliers. Alors, vous allez me dire maintenant, c'est bien, il y a du GF partout, dans tous les ordinateurs, mais pourquoi ils ont autant de succès en ce moment? La première raison pour laquelle ils ont du succès, c'est d'une part l'algorithme Bullman, il est libre de droit. Albert Bullman a publié dans ses différents livres les formules de calcul, alors elles sont connues, les paramètres nécessaires. Et donc, tout un chacun, dès lors qu'il connaît un minimum, s'il connaît un minimum en mathématiques puis en informatique, peut développer son propre algorithme et son propre ordinateur. Et Eric Becker fait la même chose pour les GF, c'est libre de droit. Donc, pour les fabricants d'ordinateurs, c'est une aubaine parce qu'ils n'ont plus besoin de payer des droits d'utilisation. Ce que faisaient Marès et Sunto pour RGBM auprès de Bruce Vink, son concepteur. Il n'y a pas besoin de maintenir différentes versions d'un algorithme maison, comme faisait Scuba Pro avec le ZH8, le 12, le 16. Et puis surtout, ces algorithmes, ils sont connus et sont libres de droit, donc accessibles, donc on sait comment ça se calcule, on sait comment ça marche. Et donc, aujourd'hui, c'est notre société qui veut ça, on veut de la transparence. Et bien là, la transparence, on l'a, puisque le calcul, on est même capable, si on a les outils mathématiques, informatiques suffisants, on est capable de le resimuler par nous-mêmes. Pourquoi ça a autant de succès aussi? C'est parce que de plus en plus, on parle de personnalisation de la désaturation. On sait que les ordinateurs actuels utilisent des algorithmes qui ont été définis pour un profil type, qui n'est pas forcément notre profil de plongeur moyen.
Et donc là, les IGF vont permettre d'adapter un profil de remontée, donc la désaturation, à nos facteurs de risque. Ça va permettre de les adapter à l'engagement de la plongée. Faire une plongée à 20 mètres pendant 20 minutes, ce n'est pas la même chose qu'une plongée à 50 mètres pendant 20 minutes. Ça va permettre aussi d'adapter notre profil de remontée à notre stratégie, euh, à nos gaz. Mais ça permet aussi, il y a un risque de faire n'importe quoi. Et donc, on va en parler ensuite. Et puis, il y a certainement un effet de mode, un effet marketing. On a des ordinateurs, des marques qui sont à la mode. Et certains fabricants rejoignent cette mode. Ça leur permet aussi de compenser des frais de développement, ça leur permet aussi d'amortir certains ratés. Il y a des fabricants qui ont sorti des ordinateurs qui n'ont absolument pas fonctionné, ça leur a coûté cher. Et en conséquence, on a quoi? On a aujourd'hui toutes les marques, quasiment toutes les marques, fournissent des ordinateurs avec des algorithmes Bullman plus GF. Et même pour le premier prix. Mares vient de sortir le PUC 4, alors c'est il y a quelques mois, qui est à 200 euros avec du Bullman plus GF. Mais là où c'est rigolo, c'est que ça ne leur coûte rien, mais pour autant, les tarifs sont en augmentation. On voit de plus en plus d'ordinateurs qui coûtent dans les 500, 600, 800, 1600 euros. Le dernier Garmin qui vient de sortir, 1600 euros. Pour un ordinateur qui fait la même chose que les autres, certes, l'écran est beau, mais 1600 euros. Alors, est-ce que les GF sont adaptés à toutes les plongées? Non. Non, les GF ne sont pas forcément adaptés à toutes les plongées. Les GF ne sont pas adaptés aux durées fond importantes, parce que ça a un impact sur les compartiments longs, les compartiments faiblement innervés. Mais c'est quoi une durée fond importante? Ça ne nous concerne pas. Les durées fond importantes, ce sont les plongées professionnelles, les tunneliers, les gens qui travaillent dans les compagnies pétrolières. Et c'est ce qu'a bien rapporté Jean-Pierre Ambert, encore une fois, lors de cette conférence, où il dit le problème de l'algorithme Bullman plus GF ne concerne pas la plongée de loisirs, mais uniquement la plongée professionnelle, notamment pour le tunnelage, où on a des temps fonds qui sont au minimum de 100 minutes. Nous, plongeurs loisirs, on n'est pas dans ce cadre-là. Ils ne sont pas adaptés aux profils anormaux. Ça veut dire que Bullman n'a pas prévu de pénaliser les remontées rapides ou des profils yo-yo. Ça monte, ça descend. Et donc, on peut se poser la question sur la plongée souterraine. Jean-Pierre Imbert le dit aussi, c'est pas adapté à la plongée souterraine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plongeurs qui vont faire des profils yo-yo importants en plongée souterraine se doivent de sécuriser un peu plus leur ordinateur via les GF. Il n'y a pas de surpénalisation des plongées successives lors d'intervalles de surface courts. Vous avez pu entendre des conférences parler des algorithmes GF où ils ne géraient pas, ils ne pénalisaient pas. Donc maintenant, on ne surpénalise pas. Oui, il n'y a pas de surpénalisation des plongées successives. Là aussi, attention de quoi on parle. On parle sur des interfaces de plongée qui sont courts. Donc, si tel est le cas, effectivement, il faudra sécuriser de manière complémentaire votre algorithme. Mais c'est quoi court? C'est inférieur à 3 heures. On en reparlera. Et puis, je vous montrerai aussi que le choix de certains GF peut aboutir à des aberrations. Est-ce que les GF sont adaptés à tous les plongeurs? Oui, ils sont adaptés à tous les plongeurs. Parce qu'ils vont permettre de choisir des stratégies de désaturation. Ils vont permettre de s'adapter au profil du plongeur. Et donc, la conséquence, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les plongeurs soient informés des GF, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il faut qu'ils soient formés au GF. Et pour qu'ils soient formés, il faut former les moniteurs au GF. Pour autant, ce n'est pas lors des formations qu'on va vous dire quels sont les GF à prendre. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des consensus qui se font depuis quelques temps, mais les GF sont libres. Vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Après, on va voir, il y a des valeurs qui sont aberrantes. Et comme toujours, on va essayer d'éviter les valeurs extrêmes. Et pour ce faire, ça n'était pas le cas il y a 10 ans, eh bien aujourd'hui on ose en parler, on ose en discuter. Il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de lectures, donc après il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi, mais on a des experts, je pourrais vous en donner quelques-uns, qui savent de quoi ils parlent,
et qui commence à donner des billes. Donc l'échange est important et c'est ce que j'essaie de faire ce soir. Alors quel GF faut-il prendre? Est-ce qu'on va prendre des GF sur la plongée à l'air, par exemple? Est-ce qu'on va prendre des GF 30-80, des GF 80-80 ou des GF 30-30? C'est quoi qui est le mieux? Eh bien, pour vous répondre, j'ai besoin de faire deux apartés. La première aparté, je vais vous parler d'une notion qui s'appelle l'engagement de la plongée. L'engagement, ça caractérise la sévérité de la désaturation. Alors cet engagement, cette notion d'engagement, elle est connue depuis les années 50. Elle a été utilisée dans la plongée commerciale pétrolière en Angleterre dans les années 80. Et puis, Gardet les a remis au jour. Alors, Gardet, excusez-moi, Bernard Gardet, qui était le directeur scientifique de la COMEX, les a remis au goût du jour dans les années 2010 en proposant cet engagement et en l'associant avec un niveau de risque d'accident de décompression. Et donc, il a publié un document qui s'appelle la Théorie générale unifiée de la décompression, où il fournit des taux d'accident, un taux de risque d'accident associé à cet engagement. Alors, l'engagement, c'est quoi? Dans la littérature, vous retrouverez trois formulations possibles. On va en utiliser une seule. C'est un calcul qui utilise deux paramètres, la pression absolue fois la racine du temps fond. Ou alors la pression hydrostatique, c'est la même chose, moins 1, ou alors la profondeur. Donc nous, on va travailler avec la profondeur. Je vais prendre des exemples. Imaginez une plongée à 50 mètres pour un temps fond de 25 minutes. D'accord? 25 minutes, la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, profondeur 50 mètres fois 5, ça va faire une valeur, un engagement de 250. D'accord? Si maintenant je prends la pression hydrostatique, eh bien, vous aurez une pression hydrostatique de 5 bars, fois la racine carrée du temps de 25 minutes, ça fait 5, ça vous donne une valeur de 25. Ou alors, je prends la pression absolue, 50 mètres, c'est 6 bars, fois la racine carrée du temps fond, 25 minutes, la racine carrée, c'est 5, 6 fois 5, ça fait 30. Donc, en fait, le calcul est le même, ce sont les valeurs qui risquent d'être différentes. Donc, nous, pour cette présentation, je ne vais travailler qu'avec la formule profondeur et racine du temps. Et puis cet engagement dans la littérature, vous le verrez noté soit E pour engagement, soit facteur Q, soit PRT. C'est pression fois racine du temps. Ça veut dire PRT. Donc nous, on va travailler avec le E. Et Gardet donc, a fourni un tableau qui vous dit, voilà, pour un engagement de 120. Alors un engagement de 120, ça correspond à quoi? Ça correspond par exemple à une plongée de 20 minutes à 35 mètres ou de 5 minutes à 50 mètres. Ben ça vous donne un engagement ça vous donne un risque moyen d'ADD de 1 pour 10 000 plongées. Si je prends une plongée 50 mètres pendant 25 minutes fond, soit un engagement de 240, et ben mon risque est de 2 ADD pour 1000 plongées. Si on regarde cet engagement, on a en gros trois valeurs à retenir. C'est l'engagement de 150. En gros, ça correspond à la plongée loisir à l'air. Alors, loisir, je sais que ça va faire hurler certains en Norvège. Loisir, c'est je plonge avec un bloc, mon 15 sur le dos, et basta. Puis vous avez la limite de la plongée sportive. La plongée sportive, là, c'est j'ai un bloc assez important, voire un bi, plus une déco nitrox ou deux blocs nitrox. Et puis, vous avez la limite trimix. Donc l'engagement 50, 150, c'est la limite de la plongée de loisir. L'engagement 270, celle de la plongée sportive à l'air. Et 450 pour la plongée de trimix, telle que l'on l'entend, nous, plongeurs amateurs. On peut remarquer aussi, c'est que dès lors que l'engagement augmente d'environ 30%, eh bien, le risque, lui, il est multiplié par 3. Donc le risque d'accident moyen d'ADD,
le risque moyen d'ADD, pardon, multiplié par 3 dès lors que vous augmentez votre engagement de 30%. Ça va vite. Juste à titre d'information, vous verrez aussi dans la littérature euh, les mêmes facteurs, appelés Q, peu importe, mais avec un risque d'ADD qui est totalement différent. Si on regarde le risque d'ADD 120 sur le tableau jaune et celui à peu près équivalent de 130, on passe d'un risque de 1 pour 10 000 à 1 pour 1 million. Si je prends le 240, sur le tableau jaune, je suis 1 pour 1000, alors je suis 1 pour 10 000. Donc vous voyez, un facteur entre 10 et 100 selon la ligne que l'on lit. Ces deux tableaux sont justes, mais celui d'en haut à droite, en fait, c'est le premier tableau qui a été publié par Bernard Gardette et qui concernait la plongée commerciale, professionnelle, à partir des bases de la COMEX. Il a revu ensuite ses calculs en intégrant des plongées amateurs et ainsi de suite pour fournir le tableau de gauche à jaune. Donc je vous engage, si jamais vous devez faire des documents ou autres, à travailler avec les valeurs de gauche. Donc ça, hop, ne prenez pas ce tableau-là. Ensuite, je vais essayer de répondre maintenant au deuxième point. On a parlé de l'engagement. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a un consensus pour la plongée non professionnelle à l'air, c'est qu'on ne doit pas faire de paliers profonds. Donc, pendant des années, on a parlé des paliers profonds. Est-ce qu'il faut les faire, pas les faire? En gros, il y a deux types de paliers profonds. Vous avez les paliers de type Pyle, du nom de Richard Pyle, qui était un biologiste spécialiste de l'étude des poissons, qui, quand il plongeait à 60-70 mètres, remarquait que parfois il était très très fatigué en remontant à la surface, et puis des fois très peu, voire pas du tout fatigué. Et la différence, c'était que il était fatigué, très fatigué, quand il ne remontait pas de poissons, et qu'il était peu fatigué quand il remontait les poissons. Alors les poissons, lui, c'est un biologiste, il les remonte vivants. Et en fait, pour les garder vivants, quand il remontait avec des poissons, il était obligé de s'arrêter pour percer la vessie natatoire avec une aiguille hypodermique, pour vider le gaz qui se dilatait dans la vessie natatoire. Eh bien, ces arrêts, il a constaté que ces arrêts, qui duraient environ 2 minutes, 2 minutes 30, lui faisaient pas mal de bien. Et ces arrêts, ensuite, il les a mis en œuvre, en place, en disant c'est à la profondeur, entre la profondeur maxi à laquelle je suis, enfin la profondeur à laquelle je suis, et la profondeur du premier palier classique calculé par son ordinateur. Par exemple, s'il était à 60 mètres et que son premier palier était à 12 mètres, eh bien, il s'arrêtait à 36 mètres. 36 mètres, pourquoi? Il prenait la moitié de 60 plus 12. 72 divisé par 2, ça fait 36. Et le palier suivant, c'est à 24 mètres. Pourquoi? Parce qu'il était à 36, son palier classique était à 12, 36 plus 12, 48, divisé par 2, 24 mètres. Et le suivant à 18 mètres, et ainsi de suite, pour attaquer ensuite les paliers à 12 mètres. Et ça fonctionne super bien. Et donc, vous avez des algorithmes, des ordinateurs qui ont essayé de mettre ces paliers en place. Par exemple, Suunto, Mares ont mis en place des paliers de type Pyle à une profondeur entre la profondeur maxi et la profondeur du premier palier. Et puis après, vous avez un deuxième type de palier, c'est ce qu'on appelle des paliers profonds, mais en fait, c'est des paliers qui sont plus profonds que d'habitude. Et vous avez vu qu'avec les GF, on peut provoquer des paliers plus profonds que d'habitude en jouant sur le GF bas. L'algorithme VPM, lui, était aussi connu pour générer des paliers plus profonds que d'habitude. Eh bien, pendant une bonne dizaine d'années, entre 2000 et 2010, ces paliers profonds étaient à la mode. Et Dan, l'organisme de recherche et d'assurance Dan, a publié des études qui a montré, donc en 2004 et 2007, qui a montré que c'était bénéfique pour les plongées sans palier obligatoire. Alors bénéfique avec un arrêt de 2 voire 3 minutes, pas de 1 minute. Mais d'autres études, alors la Marine nationale française en 2005, l'hôpital militaire à Bruxelles en 2008, la Navy, donc l'unité de plongée expérimentale de la Navy aux États-Unis en 2011, et puis pas mal d'experts en désaturation, Simon Mitchell, Neil Pollock et Powell,
ont montré que non, ce n'était pas bon pour les plongées avec palier obligatoire. Donc, que faire? Aujourd'hui, il y a ce consensus qui dit qu'on ne fait plus les paliers obligatoires, et même PADI, en 2019, a supprimé l'enseignement des paliers profonds, pardon, et pas les paliers obligatoires, a supprimé l'enseignement des paliers profonds de toutes ces formations techniques et loisirs à l'air. Et vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai un ordinateur, et quand je vois le GFBA qui est proposé par défaut par l'ordinateur, ça va engendrer des paliers profonds. Pourquoi ils ont fait ça, certaines marques? Je sais pas, je suis en train de le mettre. Voilà. Merci, Yolo. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur ces ordinateurs, parce que maintenant, je vais essayer de répondre. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme valeur pour les GF? Alors, je vous rappelle, le GFBA impacte la profondeur du premier palier. Le GFO, excusez-moi, je bois un coup. Le GFO impacte la durée pardon, des paliers proches de la surface. Et puis, je vous ai dit, il faut éviter les paliers profonds à l'air. Donc, on va ajuster le palier, on va ajuster le GFBA. Je vais y arriver. Et puis, une quatrième information, on la verra un peu plus tard, on va essayer aussi d'éviter de s'approcher trop près de la M-value pour l'arrivée en surface. Donc, on va aussi sécuriser le GFO. Eh bien, on a un consensus aujourd'hui sur la plongée à l'air. Il dit que il est plus intéressant aujourd'hui, selon nos connaissances, l'état de nos connaissances, d'utiliser des GF qu'on appelle les GF jumeaux. C'est-à-dire que le GF bas est égal au GF haut. Et pour des engagements qui sont faibles, c'est vraiment pour des plongées standards classiques, bah, prendre un 80-80 ou 90-90, c'est parfait, ça marche très bien. Pour des engagements supérieurs à 150, alors, mon conseil, c'est quand même de commencer à sécuriser à 70-70 ou 80-80, mais pas de monter au-delà des 80-80. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben parce qu'en fait, bon, il y a eu des études, vous les verrez, dans le PDF qui vous sera envoyé, mais c'est des valeurs qu'on connaît depuis longtemps, ces valeurs-là. Moi, j'en parlais déjà en 2012, j'avais fait un document sur les OSTC, où je fournissais déjà ces valeurs. INTD, l'organisme de plongée, INTD France, avec Emmanuel Dugrenot et Joël Gallien, en 2014, donnait ces mêmes valeurs, 80-80. Germont Pré, qui est un chercheur belge pour la marine belge, a indiqué que les valeurs de préférence étaient entre 75-75 et 90-90. Et puis, vous avez Alain Fauré qui, en 2023, a publié une affiche qui est très bien faite sur les GF et qui, lui aussi, reprend ces mêmes chiffres. Alors, c'est bien de prendre des GF 80-80, mais les autres ordinateurs du marché, par exemple, un Mares qui utilise un algorithme RGBM ou un Galileo Sol de chez Scuba Pro, ça fonctionne comment? Bah, eux, ils n'utilisent pas des GF. Ils utilisent leur propre algorithme. Pour autant, si on essaie de comparer sur des profils, le plan de désaturation, c'est-à-dire le plan de remontée, et qu'on essaie de les comparer avec des GF, des équivalents GF, à quoi ça correspondrait? Ben, j'ai fait cette étude, et pour des engagements faibles, entre 120 et 150, si on devait rapprocher les profils de remontée d'un Mares ou d'un Galileo Sol, eh ben, cela correspondrait à un équivalent GF de 79. Donc nous, on vous préconise 80-80, ben regardez, les Mares et les Galileo Sol ont à peu près le même plan de remontée. Pour autant, dès lors que l'engagement augmente, ces ordinateurs se sécurisent. Le Marais Squad, vous êtes dans un engagement à 150-200, l'équivalent GF est autour des 76. Et puis ça descend jusqu'à 70. Chez Scubapo, c'est pareil, il y a une sécurisation. Bon, il y a un petit truc bizarre, c'est que la sécurisation est moindre dès lors que l'engagement est très fort.
que lorsqu'il est entre 200 et 270, mais peu importe, la tendance, c'est que ces ordinateurs se sécurisent. Donc, quand vous entendez que tous les ordinateurs sont sur un GF 90-90, même ceux qui n'utilisent pas des GF, non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait ça, ça fonctionne pas de la même manière. Pour autant, ça veut dire qu'en utilisant, en réglant vos ordinateurs pour des plongées à l'air autour de 80-80, eh bien, vous allez avoir des profils de remontée qui correspondent à vos équipiers qui utiliseraient des MARES, des Galileo, Sol, Luna et autres, qui n'utiliseraient pas DGF avec leur propre algorithme, mais vous auriez à peu près le même plan de remontée. Donc ces tests, moi, je les ai faits sur 36 profils de plongée différents, entre 21 et 60 mètres pour 10 à 60 minutes de fond. Si maintenant on regarde sur le marché, quels sont les ordinateurs qui utilisent un algorithme Bullman plus GF? Je pense avoir fait le tour, j'espère ne pas m'avoir oublié. Et quand on regarde, pour ces modèles qui utilisent un algorithme Bullman plus GF, quels sont les GF par défaut qui sont fournis? Vous allez voir quand même des choses qui sont un peu bizarres. C'est qu'on a un paquet de constructeurs qui vont nous donner des GF bas qui sont très bas. Or, on a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas des paliers profonds qui démarrent trop profond. Et pourquoi ces fabricants nous fournissent des ordinateurs avec des réglages par défaut qui pourraient impliquer des paliers profonds? Vous avez d'autres marques, comme les Mares, par exemple, qui sont réglés par défaut en GF jumeaux 85-85. Donc ça correspond à notre plongée classique à l'air, tranquille, c'est très bien. Et Ratio Déco, donc c'est une marque italienne qui lui fournit en 93-93. J'y reviendrai. Vous avez des marques qui, au niveau de la transparence, ils n'y sont pas encore, Scuba Pro notamment, qui ne communiquent pas les valeurs par défaut. Il n'y a pas dans la doc, donc il faut allumer son ordinateur pour regarder quelles sont les valeurs par défaut. On n'en sait rien. Aqualung, lui, c'est encore pire, c'est qu'ils ont mis des GF, mais alors il y a zéro communication sur les GF dans la doc, et puis on ne peut même pas les régler. Donc avec eux, c'est bien. Et vous avez une marque Apple, alors le truc de touriste de base, ben pour autant, ils ont choisi des GF qui ne sont pas si mal que ça. Alors maintenant, on va revenir parce que sur ces GF, parce que est-ce que ces choix de GF bas sont pertinents? Et bien pour regarder ça, ce que je vous propose, c'est d'analyser des courbes de plongée. Alors, ce sont des vraies plongées que j'ai réalisées, pour lesquelles j'ai juste simulé la fin de plongée. C'est-à-dire que tous les petits points que vous voyez, c'est vraiment mon profil de plongée, donc toutes les 30 secondes. C'est fait avec un outil qui s'appelle Subsurface. Et simplement, je demandais à cet outil de me simuler la fin de plongée. Donc, imaginons cette plongée à Semnol, c'est le site Semnol, c'est à La Ciotat. Plongée 24 mètres fond maxi, 37 minutes au fond. Donc, ça correspond à un engagement de 150, plongée loisir. J'ai une DTR de 6 minutes avec un premier palier qui a été calculé à 3 minutes, puis un premier palier qui est fait à 3 minutes. Qu'est-ce que ça donne si j'utilise des GF 30-80? Et bien, si j'utilise des GF 30-80, vous remarquerez que les paliers, la zone verte, qui sont calculés, montent jusqu'à 6 mètres. Mais pour autant, quand la remontée est faite, ces paliers s'effacent et le palier réel qui est fait, il est fait à 3 mètres. La DTR est exactement la même, donc l'heure de sortie est exactement identique, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Pourtant, j'ai un 30-80 d'un côté, un 80-80 de l'autre. Et autre constatation, c'est que la no-déco est exactement la même. Donc la no-déco, quand elle disparaît à la 27e minute dans les deux cas. Donc ce que l'on peut en déduire pour l'instant, c'est que le no-déco limite n'est pas influencé par le choix du GF bas, et que sur des engagements faibles, le GF bas n'a aucune influence sur le plan de remontée. Les paliers, les DTR sont les mêmes. Maintenant, j'augmente un peu l'engagement. Plongée sur l'Arroyo, donc c'est une épave qui est à Fabregas, dont le point le plus bas est à 35 mètres dans ma plongée, 22 minutes fond, un engagement qui augmente un peu à 165. Mon ordinateur en 80-81 calcule des paliers qui peuvent monter jusqu'à 6 mètres, d'accord, enfin, qui peuvent aller jusqu'à 6 mètres, donc c'est la zone verte, et qui en fait disparaissent en cours de remontée, où je ne fais plus que des paliers à 3 mètres. Et ma DTR est de 8 minutes.
Qu'est-ce que ça donne avec un GF 3080? Et bien, avec un GF 3080, vous allez voir que les paliers augmentent assez vite. On a des paliers qui s'enchaînent, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Et puis un peu plus tard, je vais avoir des paliers jusqu'à 3 mètres, pardon, 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres. Et puis je vais avoir des paliers jusqu'à 12 mètres. Durant la remontée, le palier à 12 mètres s'efface, je dois réaliser des paliers à 9 mètres, 6 mètres et 3 mètres. L'anneau déco est encore une fois la même. Elle n'est pas impactée par le GF bas. Le GF bas, en fait, va impacter la vitesse d'arrivée des différentes profondeurs de palier. Vous voyez là, le 30 engendre rapidement un palier de 3, 6, 9, jusqu'à 12. Pour autant, même sur cette plongée-là, j'ai une DTR qui était à 8 minutes d'un côté, 9 minutes de l'autre, et j'ai des paliers oui, qui ont démarré à 3 mètres d'un côté et à 9 mètres de l'autre. Bon. J'augmente encore mon engagement. Plongée sur le France à Annecy. Plongée donc 41 minutes, je suis à l'air, en bouteille. 41 mètres à l'air en bouteille, 19 minutes fond. J'ai une DTR à la sortie de 15 minutes avec un premier palier qui a été calculé à 9 mètres, mais qui s'efface au fur et à mesure de la remontée pour être à 6 mètres. Et bien en 30-80, on a le même constat. Le GFBA va enclencher les paliers et très rapidement, je vais avoir des paliers 3, 6, 9, 12 minutes qui arrivent en 2 minutes. Quand je rentre dans les paliers, en 2 minutes, j'ai les paliers à 12 mètres. Et puis après, les paliers vont augmenter 15 mètres, 18 mètres. Et en remontant, le palier à 18 s'efface, mais j'ai un premier palier à 15 mètres. Alors que précédemment, j'avais un palier à 6 mètres. Là, on commence à avoir des écarts. Pas sur le no-déco. Le no-déco démarre toujours à 8 minutes. Mais vous voyez, dans un cas, j'ai les paliers à 3 mètres, puis longtemps après à 6 mètres, puis à 9 mètres. Alors qu'en GF 30-80, 3, 6, 9, 12, pouf, en 2 minutes, mes paliers sont arrivés, dès lors que ma déco s'est effacée. Donc le constat, c'est quoi? C'est que, toujours pareil, le GFBA n'a aucune influence sur la courbe sans palier, mais dès lors que l'engagement augmente, le GFBA il impacte le plan de remontée. Voilà, on commence à avoir des paliers qui sont réellement profonds en l'air. J'augmente encore mon engagement. Je fais une plongée sur le France toujours, alors 43 mètres, bon, je suis allé visiter les machines, 37 minutes, donc le double. Mon engagement est à 260. Mes paliers, je suis en GF 80-80, mes paliers sont calculés jusqu'à 12 mètres et le premier palier est à 9 mètres, avec une DTR de 20 minutes. En 30-80, eh bien, mes paliers démarrent exactement au même moment, mais très vite, en 3 minutes, passent à 15 mètres, 3, 6, 9, 12, 15 mètres, pour finir à 18 mètres. Et en réalité, je vais attaquer mes paliers à 15 mètres, avec une DTR qui a légèrement augmenté de 3 minutes de plus. Mais la vraie différence, c'est sur la profondeur des paliers. La déco, elle reste toujours la même. Toujours la même. Donc, toujours même constat, le GFBA n'a pas d'incidence sur le nœud déco, donc sur la courbe sans palier. Son incidence, c'est sur la profondeur des paliers profonds et sur une DTR, mais à minima. Mais ça veut dire aussi que les paliers proches de la surface sont à peu près identiques à ceux que j'avais entre le 30-80 et le 80-80, alors que j'ai quand même fait des paliers à 15 mètres. Donc j'ai une saturation d'azote sur les tissus longs qui va être supérieure, sur les compartiments longs qui va être supérieure. Une petite comparaison. La même plongée sur le France, alors 41 mètres, 43 mètres, peu importe, l'une en circuit ouvert, l'autre en recycleur. En recycleur, le temps fond est quasiment le double du temps fond en circuit ouvert. J'ai un engagement qui passe de 180 d'un côté à 260. Ce qui veut dire que j'ai un risque d'ADD qui a été multiplié par 10 quand je suis passé au recycleur. Alors vous allez me dire, oui, mais le recycleur à l'air, c'est comme si je plongeais avec un nitrox parfait, un nitrox à 1,2 bar de PPO2 sur toute la plongée, voire un 5 au palier. C'est comme si j'emportais des bouteilles de nitrox pour toutes les profondeurs en circuit ouvert. Donc c'est top, j'ai du nitrox. Oui, mais non. Sur cette plongée-là, alors moi j'ai un petit
outil, un petit Doppler qui analyse le niveau de bulle. Sur la plongée en ouvert, j'avais un niveau de bulle qui était à 4. Le niveau, il va entre 0 et 40. Ben là, il était à 4, donc très faible. Donc, j'ai peu de bulles circulantes. Et bien, sur la deuxième plongée, il était à 40 au maxi. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que là aussi, on voit que le niveau de risque, il a réellement augmenté. Plus j'ai de bulles, plus j'ai de risque d'accident, d'avoir plus j'ai de risque d'avoir un ADD. Et c'est ce qu'on voit aussi avec l'engagement. Et ben pourquoi? Ben, tout simplement parce que je suis resté 2 fois plus longtemps au fond avec une charge en azote qui est bien plus importante. Ma pression partielle d'azote au fond, en ouvert, elle était à 3,9 bars et en recycleur, elle était à 3,8 bars. Donc c'est quasiment la même, sauf que je suis resté 2 fois plus longtemps. Donc mon organisme a saturé 2 fois plus longtemps en azote pour un même niveau d'azote. D'où ce risque d'accident accru. Et donc, la question, c'est est-ce que mon GF 80-80 sur le plongée à 40 mètres était justifié? Eh bien, pas forcément. Et après discussion avec le conseiller scientifique de la société qui fabrique le capteur de bulles, Julien Hugon, lui me préconisait de passer sur un GF à 50-70. Bon, je n'ai pas voulu le faire. Je suis passé sur un GF à 60-75. Et c'est ce que j'utilise aujourd'hui sur des plongées avec des durées de fond importantes en recycleur. Je ne suis plus en 80-80, je suis en 60-75. Et donc ma réflexion, elle porte sur le niveau d'engagement. C'est ça qui me fait choisir mes GF. Donc, mon conseil, c'est si vous ne comprenez rien aux GF, ben vous ne touchez à rien. Vous laissez les réglages de votre fabricant, puisqu'on a vu que le GFBA a quasiment pas d'impact dès lors que l'engagement est modeste. Donc, dès lors que vous avez un engagement qui est inférieur à 150, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plongée, par exemple, avec à 40 mètres, 15 minutes de fond. C'est à peu près ce qu'on fait sur une épave. C'est, eh bien, vos ordinateurs réglés par défaut conviennent parfaitement. Il n'y aura pas d'impact sur les paliers et il n'y aura pas d'impact sur la non-déco. En revanche, dès lors que vous augmentez l'engagement ou que votre DTR dépasse 15 minutes, à ce moment-là, moi, je modifie les GF. En toute connaissance de cause, en discutant avec des scientifiques, en discutant avec des gens qui ont déjà utilisé ces valeurs-là et qui savent de quoi elles parlent. Pourquoi? Parce que souvent, quand l'engagement augmente, qu'un plongeur utilise son ordinateur avec des réglages par défaut, il est tout surpris, il dit punaise, j'avais les paliers à 12 mètres, punaise, j'avais les paliers à 15 mètres. Et il était tout étonné. Et c'est Jean-Henri Blateau, lors de la conférence lors de l'AG à la FED, qui dit nous, on voit arriver des gens qui sont tout étonnés, ils vont aux caissons, mais ils sont tout étonnés parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, et puis ils ont fait un petit ADD. Et donc, eux ne sont pas étonnés. Il y a des choix de GF qui ne sont pas bons. Dès lors que votre engagement augmente, vous devez vous informer, vous devez comprendre comment fonctionnent ces GF. Sinon, restez humble, restez sur vos... Si vous ne connaissez pas les GF, restez sur vos réglages par défaut, mais limitez votre engagement. Donc, toujours pareil, si vous voulez les modifier, il faut que vous ayez une information qui soit pertinente, il faut que vous soyez formé, mais surtout, nous, de notre côté, il faut aussi former les moniteurs. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir des aberrations aussi, parce que c'est une formule mathématique qui n'a pas été testée, donc il peut y avoir des effets de bord. En fait, en 2020, un ami qui s'appelle David Caron, qui fabriquait son propre ordinateur, qui travaillait beaucoup sur cet algorithme, me contacte et me dit, est-ce que tu as déjà vu ça? Et il me propose un cas. Et il me propose un cas d'une plongée à l'air avec un GF 30-30, avec un dernier palier à 6 mètres. Alors 30-30, ça veut dire que là, on a bien sécurisé l'algorithme. Quand on simule cette plongée-là, j'ai une plongée de 15 minutes à 18 mètres, avec un GF 30-30, et un dernier palier à 6 mètres. Eh bien, l'ordinateur me propose un palier de 27 minutes à 6 mètres. Bon, c'est pas terrible, hein, 27 minutes, ça fait beaucoup pour une plongée de 15 minutes, mais bon, j'ai voulu sécuriser. Maintenant, si j'augmente d'une seule minute ma durée fond, c'est-à-dire je vais faire une plongée de 16 minutes à 18 mètres, et bien là, vous ne sortez jamais.
Là, je vous ai mis 3000 minutes, mais si votre simulateur calcule 10 000 minutes, bah, il vous fournira 10 000 minutes. S'il calcule 100 000 minutes, il vous donnera 100 000 minutes. Vous ne sortez jamais. Et je n'ai fait que augmenter d'une minute ma plongée. Maintenant, si je reprends cette plongée à 16 minutes, à 18 mètres, mais que je mets un palier à 3 mètres, bah finalement, je sors. Je sors en 9 minutes. Donc, vous voyez que en changeant soit une durée, soit une profondeur de palier, dans certains cas particuliers, eh bien, votre ordinateur risque de ne jamais vous faire sortir. Alors après, vous avez un cerveau. Si votre ordinateur vous dit que vous avez 3000 minutes de palier, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Et potentiellement, vous fiez à votre équipier ou votre second ordinateur si vous en avez un deuxième. Il n'empêche que ça fait partie des effets de bord. Donc, on est dans des extrêmes, mais ça fait partie des effets de bord. Donc, certains simulateurs comme Subsurface, comme Multideco, en ont tenu compte et ne vous permettent pas justement d'avoir des réglages aberrants. Mais si vous avez un Shearwater, par exemple, amusez-vous à faire une simulation avec un GF 3030 et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas aussi se permettre de saisir n'importe quoi comme valeur au niveau de vos ordinateurs. Donc maintenant, si je reprends mon tableau avec tous les ordinateurs du marché et tout leur réglage, on va s'apercevoir que finalement, alors que l'on pensait que les Shearwater en 40-85, c'était pas terrible, si, ça marche très bien. Dès lors que l'engagement est faible, ça va très bien. Ça marche très bien. Et c'est valable pour les Shearwater comme pour la plupart des ordinateurs. Ils ont des réglages en 80-85 pour le GFO. Le GFBA n'a pas d'impact sur de faibles engagements. Vous en avez d'autres. Alors, les Shearwater, les Sunto, en fait, ça, ce sont les premiers modèles, les modèles plus anciens. Il s'était servi d'une conférence, une vidéo de Mark Powell qui donnait 30-70. Ils ont mis 30-70. Aujourd'hui, les nouvelles versions, l'Océane, et puis chez Sunto, et les nouvelles versions chez Shearwater, on est en 40-85. Vous avez Garmin. Garmin qui sort des ordinateurs qui sont très sympas. Le X50 qui est à 1600 euros, le G2 qui vient de sortir à 600 euros. Et eux sont toujours en 37-75. Le 75, c'est quand même pas mal sécurisé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des plongées engagées, c'est bien. Sur des plongées que vous allez faire à 30 mètres, 25 minutes, vous risquez d'avoir un paquet de paliers. Bon, c'est un choix. Mais surtout, on avait un ordinateur tout à l'heure qui était en vert, c'est le ratio d'écho, et qui lui est en 93-93. Je l'ai mis en rouge et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Parce que ces valeurs-là, finalement, elles ne sont pas terribles. Elles ne sont pas assez sécurisées. Et je vous montrerai juste après pourquoi. Maintenant, vous avez entendu parler les algorithmes avec GF et les plongées successives. Ça donne quoi? Eh bien oui, l'algorithme Bunemann plus GF ne surpénalise pas les plongées successives. C'est connu, c'est pas nouveau, c'est connu. Il gère, parce que là, il y a eu aussi ambiguïté dans les termes. L'algorithme sait gérer des successives, l'algorithme sait pénaliser les successives, mais l'algorithme ne sait pas surpénaliser les successives. Et il y a une différence. Donc c'est connu depuis que les écrits de Budman dans ses bouquins, c'est connu aussi depuis les années 2000, et on a même Jean-Marc Belin, qui est un instructeur régional, qui a fait un mémoire là-dessus et qui le précise. Et on a des écrits. Et dans ces écrits, je vais vous en lire quelques-uns. Belin donc, explique, au travers des écrits de Bullman, qu'il y a des symptômes d'accident de décompression qui apparaissent même quand le plongeur n'a pas atteint sa M-value théorique en surface. Que ces accidents surviennent dès lors que la M-value est à 80-97%, enfin dès lors que la tension est à 80-97% de la M-value. C'est-à-dire qu'il y a une marge de sécurité de 10%, et on a quand même des accidents. Et ils expliquent qu'en fait, la M-value, ce n'est pas une barre, ce n'est pas une limite que l'on casse et on a un accident, ou en dessous, on n'a pas d'accident. Non, c'est une zone grise, floue, dans laquelle il est possible d'avoir des accidents ou pas. D'accord? On peut ne pas avoir d'accident, comme on peut avoir des accidents massifs.
C'est une zone grise. Donc, il faut s'éloigner de cette zone grise. D'accord? Et bien, cette zone grise, je reviens en arrière, pouf, pouf, c'est exactement la zone grise du ratio d'écho. On est dans cette zone-là. Voilà pourquoi je l'ai mis en rouge. On va essayer de s'en éloigner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de sécuriser l'algorithme Bullman en sécurisant le GFO. Et des valeurs à 80-85 sont parfaites. Deuxième chose qui est expliquée, que cette situation d'accident empirait lors de plongées successives. Et il conseilla d'appliquer un facteur de réduction dans les calculs pour la décompression. En gros, on va réduire les valeurs d'm-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les sécuriser. Donc, ça veut dire qu'on va sécuriser l'algorithme Bullman toujours de la même manière, en sécurisant via, pourquoi pas, des GF. Et de finir par, il fallait penser à inclure un mécanisme de réduction d'm-value qui serait efficace à travers toute la gamme des pressions ambiantes. Un tel mécanisme s'obtient par réduction du gradient d'm-value. Eh bien, on est pile dans l'application des GF. Pile là-dedans. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va sécuriser et puis c'est quoi la bonne durée des paliers. Ça, ces questions-là, on ne les tranchera pas, jamais. Et donc, on pourra toujours comparer des ordinateurs pour dire il vaut mieux faire 15 minutes de palier plutôt que 10 minutes. On ne sait pas si 15, c'est mieux que 10. On n'en sait rien. Mais Jean-Pierre Habert le dit bien dans sa conférence. On ne sait pas si la règle générale est de dire qu'il vaut mieux faire plus de paliers que moins est une bonne règle. On n'en sait rien. Pour autant, aujourd'hui, je répète, pour les plongées à l'air, des réglages autour de 80-90 pour les GF bas et les GF hauts sont des valeurs qui sont tout à fait recommandées à selon nos connaissances actuelles. Donc maintenant, si vous avez des plongées successives à faire, qu'est-ce que vous devez faire? Comment sécuriser votre ordinateur? Imaginez que vous avez 2 plongées à l'air. Eh bien, augmentez l'intervalle de surface. Et regardons ce que l'on fait en week-end plongée avec nos clubs. Regardez l'intervalle de surface, il est en général de 4 heures. C'est-à-dire qu'on plonge à 9 heures du matin, on sort de l'eau, il est 11 heures, on repart, on s'équipe, le bateau part à 2h30, on se met à l'eau à 3 heures. Entre 11 heures et 3 heures, il s'est passé 4 heures d'intervalle de surface. Et c'est ça qui est pratiqué. On ne pratique pas des plongées de 30 mètres, 30 minutes, 2 fois avec 1 heure et demie d'intervalle. Ça, on ne le fait pas. Si on le fait, effectivement, l'algorithme Bullman plus GF n'est pas assez sécurisé. Mais dès lors que vous avez au moins un intervalle de 3 heures, ça ne pose pas de souci. Si vous êtes en croisière, que vous faites 3 à 4 plongées par jour, comment ça marche? Déjà, bon, il y a un intervalle de surface, mais de base, quand vous êtes en croisière, la plupart du temps, vous plongez au nitrox et on va vous demander de régler votre ordinateur à l'air. Comme ça, vous maximisez votre sécurisation d'algorithme. Et en plus, on est en général sur des plongées qui sont à faible engagement. Si vous plongez en double tank, c'est-à-dire vous partez avec 2 blocs sur un Zodiac ou en plongée cénote au Mexique, avec 1 heure d'intervalle de surface, ça se fait beaucoup. Là aussi, la plupart du temps, on est sur des plongées au nitrox et avec des faibles engagements. Nitrox avec un réglage R sur ordinateur. C'est une façon de sécuriser votre algorithme et sans avoir besoin de régler, de modifier vos GF habituels. Ça fonctionne parfaitement bien et depuis une bonne dizaine d'années, ça fonctionne comme ça. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Maintenant, je vais passer à la plongée au mélange. Pour ceux que ça intéresse, est-ce qu'on a des préconisations de GF comme on en a pour la plongée à l'air? Eh bien, on n'en a pas. On n'a pas de préconisation. Pourquoi? Toujours pareil. Il n'y a pas de test scientifique, il n'y a pas d'analyse d'accidentologie. Donc là, on est des bêta-testeurs. Mais de plus en plus, ce n'était pas le cas forcément il y a 10-15 ans, on est de plus en plus dans le partage d'expérience. Et certains partagent leurs recettes personnelles. Et je parle bien de recettes. Et ces recettes, elles s'affinent. Ça, on n'osait pas en parler il y a 10-15 ans. Parce que on avait peur d'être impliqué si jamais un accident survenait. Donc chacun gardait sa recette. Et donc, il y a une dizaine d'années, on voyait des profils de remontée qui étaient aberrants, avec des GF de type 20-90.
c'est-à-dire hyper sécurisé. Donc, on commence des paliers très, 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 très profonds, et puis des paliers de surface qui étaient très, très courts, voire du 10-120. C'est-à-dire qu'on traversait même la M-value pour augmenter les valeurs de M-value, donc réduire encore plus la sécurisation. Ça, c'était les profils avec l'algorithme VPM. Et les plongeurs se plaignaient d'accidents de type 1. La tendance actuelle depuis 10 ans, elle est de dire on remonte les valeurs de GFBA avec des GFBA qu'on va régler autour de 50. Et on sécurise le GFO avec des valeurs entre 60 et 80. Et ces recettes personnelles, on en a plusieurs. Alors, vous avez David Dolit. David Dolit, c'est le directeur scientifique de l'unité de plongée expérimentale de la Lévis, qui lui dit, moi, pour définir mon GFBA, je prends 83% du GFO. Alors, il donne quelques exemples, c'est-à-dire, s'il définit un GFO à 80, son GFBA sera 65. S'il définit un GFO à 75, il fera du 60-75, ou du 50-70. Il l'a écrit dans un document, je vous ai donné les sources. Ce n'est pas une preuve scientifique, il le dit bien, c'est sa façon de faire, et elle lui convient. Bon. Doug Friedrich, qui lui est un chercheur dans un laboratoire de recherche navale aux États-Unis, lui préconise un GFBA de 55 et un GFO entre 60 et 80 en fonction de l'engagement. Et il fournit même une courbe. Donc, son PRT à lui, c'est la profondeur absolue fois la racine du temps. Et il dit simplement, dès lors que j'ai un engagement de 15, qui correspond à 150 dans les exemples que je vous ai donnés, je fais un GFO à 80. Dès lors que j'ai un engagement à 300, je fais, ou 350, à 35, pardon, je mets un GFO à 60. Voilà, donc il faut même une courbe. Là aussi, alors lui, pour le coup, il a publié un article scientifique dont je vous ai donné les coordonnées. Et puis, vous avez deux personnes qui sont Simon Mitchell et puis Mark Powell, pardon. Et Mark Powell, qui sont l'un scientifique, l'autre qui est un instructeur de plongée, un auteur de livres sur la déco, très très bien, qui eux préconisent un GFBA autour de 50 et un GFO autour de 70. Donc vous voyez, il y a un consensus entre des scientifiques, des utilisateurs, pour des valeurs qui sont entre 50 pour GFBA et 70-80, voire 60-80 si on veut, pour le GFO. Alors, ce ne sont pas des recommandations, ce sont simplement des GF qui sont partagés, qui sont discutés dans des conférences vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, je vous ai mis les liens, qui semblent faire consensus à l'heure actuelle. De plus en plus de plongeurs l'utilisent, dont moi, j'utilise ces valeurs-là, et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, ce n'est pas parce que j'utilise que ça a une valeur scientifique, aucune. Ça n'a pas aucune valeur statistique. Pour autant, de plus en plus de plongeurs partagent, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette discussion, ce partage, qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Alors, je vais vous montrer quelques courbes. Prenons une plongée, alors c'est une plongée réelle, 80 mètres, donc là, c'est à Chalière. Donc ça, c'est la courbe réelle. Une plongée qui fait 84 minutes, mes paliers finissaient à 83e, avec un premier palier théorique à 27 mètres, et puis moi, je l'ai démarré à 30 mètres, peu importe. Et j'utilise des GF 60-75. Si maintenant je simule sur mon simulateur, avec la fin, vous voyez que j'obtiens la même courbe. Quasiment à une minute près, j'obtiens la même courbe. Avec un palier calculé qui est à 36 mètres, et un palier réel qui est à 30 mètres. Avec mon GF 60-75. Si maintenant j'utilise un GF 30-75, on va voir que mon premier palier calculé est à 45 mètres. Le premier palier réel est à 39 mètres. La NoDéco, c'est toujours la même. Donc vous voyez bien que quelles que soient les plongées à l'air, au trimix et autres, le GFBA n'a aucun impact sur la NoDéco. Et ma fin de plongée, c'est-à-dire mes paliers 3, 6, 9, ont à peu près la même durée. 40 minutes d'un côté, 42 minutes. La totalité de ma plongée, elle dure à peu près 10% de plus, c'est-à-dire que j'étais en 85 minutes d'un côté et 93 minutes de l'autre. Alors j'ai trouvé intéressant de vous montrer cette courbe-là, c'est la superposition des deux plongées. Vous avez ma plongée en 60-75 et la plongée en 30-75. Comme ça, vous pouvez voir l'écart des paliers.
Vous allez voir que bah, effectivement, les paliers en 30-75 démarrent plus tôt que ceux en 60-75, ce qui est normal. C'est ce qu'on attend du GF bas. Pour autant, est-ce que l'écart est énorme? Pas tant que ça. Il y a 9 mètres d'écart entre les deux paliers. Mais pour autant, mon choix personnel, c'est de prendre plutôt un 60-75 qu'un 30-75. Petite remarque, entre cette plongée à 80 mètres et la plongée sur le France que je vous ai montré tout à l'heure au recycleur, si on regarde les engagements, alors à Chalière, c'est un peu particulier parce que pour ceux qui connaissent Chalière, la pente elle est très très douce. Pour descendre à 80 mètres, il faut 10 minutes en palmant comme un malade. Et donc c'est une descente qui est assez lente. Si j'exclus la descente dans mon calcul d'engagement, et je prends juste le temps fond, j'ai un engagement qui est assez équivalent entre les deux plongées. Ce qui veut dire qu'une plongée, alors que sur France, je suis descendu assez rapidement. Bon, il y a eu un petit arrêt, mais ce qui veut dire que pour l'engagement, il ne faut pas réfléchir simplement sur la profondeur. Il y a vraiment la profondeur et le temps, puisque les deux plongées sont à peu près équivalentes en termes d'engagement. Et vous remarquerez que j'utilise exactement les mêmes GF. Pour plonger à 40 mètres sur le France en recycleur ou pour plonger à 80 mètres à Chalière en recycleur. J'utilise les mêmes GF. Donc, ce n'est pas la profondeur qui me fait choisir mes GF. J'ai décidé, moi, de choisir des GF par rapport à l'engagement des plongées et par rapport au gaz que je respire. Prenons notre plongée à 100 mètres, au Bourget, Pierre Abis. Donc, là, encore une fois, c'est une plongée réelle. Là, j'ai sécurisé encore plus mes GF. Je suis en GF 50-70. J'ai une fin de plongée qui était. Mes paliers finissaient à 90 minutes. Je fais quelques minutes de palier en plus, je ne sais pas pourquoi. Je sors en 5 minutes. Et avec un premier palier théorique qui était à 39 mètres, un premier palier réel qui était à 30 mètres. Et vous remarquerez que j'ai aussi fait un arrêt à 45 mètres. C'est une petite habitude que j'ai prise, j'aime bien. Ça fonctionne bien. Si je simule cette plongée avec Subsurface, eh bien, j'obtiens à peu près la même profil de remontée. C'est pour vous montrer que le simulateur fonctionne plutôt pas mal. Il donne des résultats qui sont cohérents. Avec un premier palier calculé à 48 mètres, un premier palier réel à 33 mètres. Si maintenant j'utilise des GF 30-70, eh bien 30-70, j'ai un palier réel calculé qui est à 57 mètres, mais qui s'évase vite pour être à 33 mètres, soit 6 mètres de plus que le précédent. Des paliers proches de la surface qui ont une durée qui est à peu près équivalente, pour des paliers entre 3, 6, 9, 12, qui durent à peu près 50 minutes. Et une durée qui est là aussi augmente à peu près 10%. Si je superpose les deux courbes, vous voyez que la courbe 30-70, 50-70, elles ne sont pas très très loin l'une de l'autre. Pour autant, encore une fois, j'ai fait le choix, moi, d'utiliser des 50-70 parce que je préfère limiter la profondeur de ces paliers profonds. Les exemples que je vous ai donnés n'ont aucune valeur statistique. Ce sont mes valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en plongée avec des GF, en gros, j'utilise 3 couples. Le 80-80 pour des plongées tranquilles. Le 60-75 dès lors que l'engagement augmente jusqu'à 80 mètres. Et du 50-70 dès lors que les plongées vont au-delà avec un engagement au-delà de 300. Donc, mon choix a été de dire je choisis des GF par rapport à un engagement et qui, plus il augmente, plus il nécessite de sécuriser des GF. Encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique ni statistique, c'est juste un partage. Un partage pourquoi? Parce que je vais conclure là-dessus et je vais citer Jean-Pierre Humbert qui explique que les GF ont 3 caractéristiques. Ils sont faciles à utiliser et donc vous avez compris qu'ils permettent de sécuriser votre décompression. Deuxième caractéristique, c'est qu'ils permettent de définir tout type de profil. Avec n'importe quel couple, on peut refaire tous les profils que l'on veut de plongée. Sont-ils pertinents? Ça, c'est un autre débat. Mais on peut faire toutes les remontées que l'on veut. Et en fait, surtout, les GF permettent de définir des stratégies de décompression. Et ces stratégies, elles sont liées aux plongeurs, elles sont liées
à la plongée, plonger avec des yo-yo, plonger avec certains types de gaz, et ainsi de suite. Et une des phrases les plus importantes qu'il a pu citer, c'est les GF sont un langage qui permet de transférer une expérience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme c'est assez simple, ces deux valeurs, alors après il faut comprendre ce que ça implique, ces deux valeurs, mais ces deux valeurs, on peut les partager, on peut les communiquer. Simplement, comme tout langage, bah, il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre sa grammaire. Donc, si on ne parle pas le langage GF, c'est-à-dire si on n'a pas compris ce que c'est que DGF, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, il vaut mieux garder les GF par défaut de vos ordinateurs. Ils fonctionnent bien pour de la plongée loisir tranquille. Et évidemment, bah, rester dans cette ambition limitée. Vérifiez aussi, parce que vous avez toujours des bonnes âmes qui vont vous préconiser des GF, voire vous les imposer. Non, pas forcément. Si vous avez un doute, restez sur les GF des fabricants. Même si, parfois, on peut vous dire ah, un Shearwater 4085, c'est pourri, c'est non. Non, 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 ça marche sur des engagements faibles, il n'y a pas de souci. Vous aurez les mêmes DTR, vous aurez les mêmes profils de remontée que vos camarades. Par contre, si vous souhaitez réaliser des plongées engagées, donc ce qui vont dépendre du temps, de la profondeur, des gaz utilisés, alors à ce moment-là, il faut apprendre ce langage. Il faut apprendre ce langage auprès de vos instructeurs, de moniteurs, de gens qui ont une certaine expérience. Et puis, il ne faut pas hésiter à les partager. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Un langage, c'est fait pour communiquer. Et donc, il ne faut pas hésiter à transférer cette expérience. Je vous cite juste un cas. Pour certains, vous connaissez Thibaut Roby. Thibaut est un professionnel qui a un club à La Ciotat maintenant qui s'appelle Kraken. Et Thibaut participait a participé aux expéditions Gombessa avec Laurent Balesta. C'était l'éclairagiste. Et donc, les plongées étaient entre 120 mètres et 150 mètres au recycleur. Et après la première expédition, Thibaut est venu à Lyon, au campus de la Doua, pour présenter les plongées, l'aspect technique des plongées. Et il présentait ses remontées. Et moi, quand j'ai vu les remontées, j'ai vu un profil qui n'était pas habituel il y a 10 ans. Et pas habituel au vu du directeur de plongée, Jean-Marc Belin, qui n'avait pas les mêmes paramètres. Et donc, j'ai posé la question au public, Thibaut, mais tu utilises quels paramètres? Et Thibaut avait refusé de les publier à l'époque. Il me les a donnés après, en aparté, entre quatre yeux, par crainte, justement, d'être accusé s'il y avait un souci, s'il y avait un problème. À l'époque, tout le monde avait la trouille de partager ses GF. Aujourd'hui, on a dépassé ça, et ce n'est pas un reproche envers Thibaut, au contraire. C'est un garçon qui est charmant, et il n'y a aucun souci. Ça, simplement, c'était la tendance de l'époque. On ne partageait pas. Et aujourd'hui, vous avez des plongées records, comme celle de Xavier Meniscus, de Frédéric Sierzinski, autres, qui partagent leur GF. Eux, des plongées à 300 mètres, alors ce sont des Golgoth, ce sont des Superman, ils sont en 50-80 sur des plongées à 300 mètres. Voilà. Donc, si vous, en plongée à 60 mètres, 70 mètres, vous utilisez des GF en 10 ou 90, posez-vous la question de la pertinence de vos GF, discutez-en. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long et d'avoir pu répondre à vos questions. Les GF, vraiment, c'est un outil qui est fabuleux, qui n'a pas été testé, certes, mais qui permet de répondre à la problématique ou aux attentes de personnalisation de la plongée, de la déco. Merci beaucoup, Laurent. Tu as été très complet, hein, je pense. Donc, beaucoup d'informations à capter. J'ai répondu quelques questions. Par contre, dans le chat, j'en ai gardé deux, trois pour toi. Tu as répondu déjà sur tout ce qui était les GF par défaut sur les ordinateurs. Tu as été très loin là-dessus. Une question sur, par exemple, le Shearwater. Pourquoi quid des valeurs par défaut avec une valeur basse, moyenne, haute, en faisant varier les GF, justement? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, justement, j'ai répondu. La Oui. valeur par défaut, qui est le 40-85, si vous ne prenez pas les GF, regardez-la. Elle marche très bien pour des plongées 40 mètres, 15 minutes, 50 mètres, 5 minutes fond, ça marche très bien. Ça n'aura pas d'impact sur vos paliers, sur votre DTR. Vous aurez la même chose que vos camarades. En revanche, si votre engagement est supérieur,
Si vous restez 20-25 minutes à 40 mètres, un quart d'heure à 15 mètres, alors là, oui, il va falloir les changer. On est bien sur des réglages par défaut. Donc là, la cible sur un pérégrine ou autre, on est sur des plongeurs loisirs. Et donc les réglages sont adaptés. Du coup, Laurent, c'était moi qui avais posé la question. Mais pourquoi? En fait, je comprends avec l'exposé que tu viens de nous faire que ça change rien pour les plongées qui n'ont pas d'engagement. Mais pourquoi, si ça change rien, pourquoi est-ce qu'ils nous sortent un 40 ou un 35 ou pourquoi est-ce Alors, qu'ils ne sont pas en 80-80 si ça change rien? alors je vais me faire allumer, Merci. mais je m'étais déjà fait allumer il y a quelques années. Lionel, tu étais là. Je vais parler de religion. Euh, en fait, Shearwater, ce sont des Nord-Américains. Les Nord-Américains adorent les paliers profonds. C'était leur credo jusqu'à il y a peu. Ils sont en train de changer. Et pour eux, si tu leur parles de GF jumeaux 80-80, ils vont prendre pour des fous. Et donc, je parle de religion, pourquoi? Parce qu'on est dans des croyances. Il n'y a pas d'études statistiques, il n'y a rien qui dit qu'il faut faire ceci ou cela. Aujourd'hui, nous, en France, dans notre pratique, qui est une pratique de plongée avec des paliers, où on a un enseignement de la plongée à l'air jusqu'à 60 mètres, on fait attention à ces paliers profonds. On fait attention à ces paliers profonds parce qu'on ne veut pas les générer. Les études ont montré que ce n'était pas bénéfique sur les paliers avec des compressions. En revanche, la plongée nord-américaine, la plongée RSTC, PADI, SSI, c'est de la plongée sans palier. D'accord? Et pour la plongée sans palier, eh bien, il peut être intéressant de faire un palier profond. Dan a montré que faire un palier sur une plongée à 25 mètres, faire un palier de 2 minutes, 2 minutes 30 à 15 mètres, c'est bénéfique. C'est pas mal. Et puis après, avec un palier de sécu de 3 minutes à 5 mètres, ça marche, c'est pas mal. Le niveau de bulle est faible. Et donc, c'est pas l'ordinateur qui va fournir ce palier profond. C'est pas un GF 4085 qui va fournir ça. Pour autant, psychologiquement, si tu vends un ordinateur à un Américain qui sera réglé en 80-80, il ne l'achètera pas. Parce que pour lui, c'est dangereux. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je parle de religion. On est dans les croyances pour l'instant. On est dans. Donc, je m'excuse pour les gens qui sont croyants, mais on est là-dedans. Il n'y a rien qui permet de dire qu'un 80-80 est meilleur qu'un 40-80. C'est meilleur dans certains cas, c'est moins bon dans d'autres. En tout cas, c'est pareil dans certains cas, c'est moins bon dans d'autres. Dans notre pratique, nous, de plongée sportive, alors, je sais que Benoît, à côté de toi, va hurler, la plongée sportive avec des paliers et ainsi de suite. Le choix d'un GF 40-80, il est pas terrible. Il n'est pas terrible. D'accord? Mais dans le choix d'une plongée loisir, 40 mètres, 10 minutes, on remonte, il n'y a pas de palier obligatoire ou très peu, ça n'a aucun impact. OK. Sur Euh, une deuxième Laurent, question. Une juste une deuxième petite question. question à part, Pardon. en aparté, je ne l'ai pas posée, mais j'en profite. Est-ce que dans la notion d'engagement, est-ce que ça a été fait le fait de la forme physique? Non, non, il y a pas. L'engagement ne tient compte que du gaz, du temps fond et de la D'accord. profondeur. D'accord? Il n'y a aucun critère personnel là-dedans. Donc après, encore une fois, c'est à chacun de choisir jusqu'où il veut aller. Euh, Moi, j'ai fait le choix d'avoir trois gammes de GF. D'autres plongeurs profonds, tech, soutes, ne font pas ce choix-là. Ils gardent des mêmes GF. Parce que ça veut dire que tu peux te tromper, tu peux oublier de saisir des GF. Donc, il y a une certaine rigueur à avoir ça. Il est tout à fait acceptable de dire que pour toutes les plongées, je vais prendre un GF 75-75. Il faudra juste savoir que sur des plongées tranquilles, tu risques d'avoir plus de paliers que ton camarade. Voilà. Et il faut l'accepter. C'est tout. Maintenant, les facteurs de Justement, risque. tu euh, as Guy qui te demande les documents de Gardette, tu les partages, tu les trouves où en fin de compte? tous les liens seront fournis dans le PDF. Vous aurez D'accord. les références de tous les documents Bon, génial. Euh, dans le PDF. une autre question, j'en profite. Sais-tu à quel type d'équivalent GF l'Aladin Pro, tu sais, un vieux de la vieille? Non, honnêtement, j'en sais rien. Bon, J'en sais rien. Moi, j'ai pris des ordinateurs auxquels j'avais accès et ainsi de suite.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais encore une fois, peu importe à quel GF ça correspond. La question que vous devez vous poser, c'est en fonction de votre âge, en fonction de votre profil physique, en fonction de savoir si vous êtes fumeur, buveur, si vous avez des risques potentiels, est-ce que votre ordinateur, vous pouvez le sécuriser ou pas? Si vous êtes toujours, si votre ordinateur est paramétré comme il l'était il y a 20 ans, ben vous avez pris 20 ans de plus. Donc, si vous pouvez le paramétrer, ben faites-le. On a encore vu ce week-end en plongée, voilà, une dame qu'on a dû faire évacuer parce que physiquement, c'était moyen. Euh, vous devez sécuriser votre ordinateur en fonction de votre profil. Donc, si votre ordinateur permet de le faire, tant mieux. Si vous ne permet pas de le faire, bah, pensez à changer d'ordinateur. Si on part du principe que les tissus longs désaturent entre 0 et 10 mètres, le fait de faire varier ton GFBot et avoir des... Le GFBA va surtout agir sur les tissus courts. Mhm. D'accord? C'est, alors, excuse-moi, je dis une bêtise. Euh, tout va dépendre à quel moment il arrive. Excuse-moi. Euh, L'algorithme Bullman plus GF ne sait pas gérer correctement les tissus longs. Ça, c'est un fait, mais sur des plongées avec des durées fond qui ne nous concernent pas. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre la vidéo de Jean-Pierre Hubert, mais c'est un peu tard. C'est pour ça que Jean-Pierre Hubert a insisté dans les GF. C'est parfait, continuez à utiliser, ça marche très bien pour les plongées amateurs, loisirs que vous faites, jusqu'au trimix 120 mètres. Allez-y, utilisez-les, il n'y a pas de souci. Nous, professionnels, les tunneliers, les opérateurs sous-marins en environnement pétrolier et autres, non, on ne peut pas utiliser ça parce que ça a trop d'impact sur nos tissus longs. D'accord? Mais pas sur les plongées que nous faisons. Donc, il y a un retour d'expérience aussi quand une personne qui plonge avec une autre personne qui avait des profils sur de l'hypo en 20-70, 50-80 en normaux et 80-80 à l'air. Depuis 2024, il a décidé de plonger toujours en 30-70, quelle que soit la plongée et même à l'air. Donc ça, c'est un retour d'expérience, par exemple, que tu as. 30-70 salaires, là, moi, je me pose la question. Voilà, mais après, c'est son choix. C'est encore une fois, il n'y a, y a pas de vérité. Tant que ça lui convient, ça va. Il faut juste se poser la question pourquoi un 30-70 à l'air. Autant en trimix, j'ai pas de souci avec ça. À l'air, 30-70, ou alors il fait du trimix à partir de 40 mètres. Mais s'il fait des plongées à l'air jusqu'à 60 mètres en 30-70, ben là, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur choix à faire. Après, je comprends qu'il ne veuille utiliser qu'un seul GF pour ne pas se tromper. Est-ce que c'est le mieux pour l'air? Je ne suis pas sûr. En fait, Laurent, c'est moi, là, c'est Jean-Michel. Je plonge beaucoup avec Manu, les Grenaux que tu as cités tout à l'heure. Oui. Et Manu, pendant 15 ans, on a plongé, comme on le disait, en hypo à 70, 50-80 normaux. Et depuis l'année passée, quand on plonge, on met tout en 30-70. Parce que de toute façon, comme tu l'as dit, hein, très bien, à l'air, ça ne va pas changer tant de choses que ça. Et que de toute façon, la problématique, elle est plus c'est parce qu'on fait des temps longs et que l'azote, enfin, faire des plongées à 50 longues, c'est plutôt lié à la durée. De toute façon, il faut mettre de l'huile. Ah, mais, alors, là, juste une remarque, tu es un recycleur du coup. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est un tout petit peu différent. Un petit peu différent, ok. Je pensais que c'était sur les plongées où. Ok, oui, oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. Après, ça fonctionne pour toi, tant mieux. En tout cas, moi, je ne les prendrai pas, ça c'est clair. Mais si ça fonctionne, parfait, il n'y a pas de souci. Je sais que Manu, On est des bêta-testeurs, hein, on est des cobayes. Donc tous les retours Manu, d'expérience sont intéressants. il a accès à pas mal de données accidentogènes et il a considéré que de toute façon, au-dessus de 70, les accidents, alors que des plongées longues, il y en a mais les Ouais. accidents arrivaient beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on a limité à 70. Alors, non, mais que tu limites à 70, j'ai aucun souci, c'est le 30 qui me perturbe. Oui, j'ai compris. Mais à 70, oui. Et vous maximisez vos paliers de la surface, oui. Alors, et une dernière question, hein, honneur à Guy. Les GF de Meniscus, tu nous as dit qu'à 300 mètres, c'était un 50-70 de mémoire. Qu'est-ce que tu nous as dit? 50-80. 50-80. Il met combien quand il fait une plongée à 50 mètres? De temps?
Non, Jeff. J'en sais rien. Tu avais Starnowski, un Polonais, qui, sur ses plongées à 300 mètres, était en GF 100, Christophe Starnowski. Donc, ça dépend des gens. Voilà, donc lui, il communiquait pas parce qu'il savait très bien que s'il communiquait ça, c'était. Voilà, donc on a récupéré ces GF-là. Donc il y a des Golgoth qui existent. Voilà. Après, peut-être que Benoît en saura plus que moi sur Meniscus. Non. Oui, Sarah, je sais. Mais non, j'en sais rien. Et encore une fois, c'est un choix personnel. Les infos que je donne, elles sont publiques. Bon, à part Stanislavski, mais les infos que je donne, elles sont publiques. Elles sont dans les comptes rendus, dans des bouquins. Voilà. C'est juste pour donner des ordres d'idées. Euh, Ces gens-là ne peuvent pas être des références, dans le sens où ce sont des surhumains et il n'y en a pas beaucoup dans le monde, donc on ne peut pas les prendre comme étant des modèles. Et c'est simplement pour dire que bah, même eux utilisent des GF sur leur plongée profonde, longue, que ça fonctionne. On peut mettre un bémol parce que Meniscus a eu un petit accident et il est suivi par Bernard Gardette, il a eu un petit accident au retour, mais sur toutes les autres plongées, ça s'est bien passé. Donc voilà, on sait que les GF fonctionnent. Voilà. Après, le choix des GF, autant il y a un consensus voilà, sur la plongée à l'air, autant sur le trimix, eh ben, c'est de la recette. Je vous en ai donné quelques-unes. Il y a quelques consensus qui émergent, ils seront affinés, mais ils ne pourront être affinés que si on les partage, que si on en discute. Bon, ben merci beaucoup, Laurent. Il te reste juste à vraiment te remercier. Tu nous as dit donc tu passeras le support PDF et puis je le distribuerai donc aux gens qui se sont inscrits. L'enregistrement sera disponible sur, je pense que je vais le mettre ce week-end sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite tous une très belle soirée. Ouais, bonne nuit maintenant. Et puis prochain PVDM, c'est à plonger enfant. Enfin, un extrême. Ouais. Et merci, hein. Et j'ai juste retenu un mot, l'humilité. Exactement. Voilà, hein. Allez, merci beaucoup à vous. Merci à Bonne tous. soirée. Très bien, Laurent.